Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle InnoVibes qui se déroule pour la première fois depuis quelques mois en présentiel et en digital et certainement pour la dernière fois avant quelques mois sans certificat Covid. Donc je m'appelle Cédric Luisier, je suis en charge de la communication de la Fondation DIARC. C'est un plaisir pour moi de vous voir ici dans la salle et également de vous deviner derrière votre écran pour nos rendez-vous de midi InnoVibes. Je voulais commencer par vous dire quelques mots sur la Fondation DIARC qui vous accueille aujourd'hui. Depuis sa création en 2004, sa mission a toujours été de soutenir les entreprises et les entrepreneurs. Et cette mission, elle continue année après année, avec à peu près une centaine de projets accompagnés et soutenus chaque année. DIARC est également bien implanté dans le territoire valaisan grâce à son parc technologique décentralisé qui lui permet d'être au plus proche des besoins des entrepreneurs. Nous sommes aujourd'hui au Swiss Digital Center de Sierre qui abrite le TechnoArc et qui est l'un des 7 sites de la Fondation DIARC. Vous voyez aussi le détail à l'écran. Quelques mots rapides également sur les InnoVibes, donc qui sont ces conférences du temps de midi. Nous en sommes à la 4e saison et elles permettent vraiment de rassembler, en l'occurrence derrière un écran ou ici en présentiel, des entrepreneurs et des porteurs de projets et de parler de thématiques en lien avec l'innovation ou le monde des PME. Pour ce faire, et c'est la spécialité de ces InnoVibes, vous avez la main, c'est vous qui décidez quels sont les intervenants, quelles sont les thématiques que vous souhaitez voir présentées lors des InnoVibes. Et toute l'année, vous pouvez voter pour des gens, pour des thématiques et également en proposer de nouvelles. Donc n'hésitez pas à aller sur le site www.innovibes.ch pour ce faire. Depuis le début de l'année, nous avons parlé d'intelligence artificielle, de digitalisation et de tokenisation lors de ces InnoVibes. Il était temps maintenant de revenir à un sujet un peu plus technique, un peu moins technique, quoique, puisque vous avez plébiscité la thématique de la qualité de vie et la santé au travail. Ça fait quelques semaines que c'est sur le haut du panier des votes. Donc nous avons invité David Bozier, un expert en la matière, pour évoquer ces deux thématiques de qualité de vie et santé au travail. Ça nous paraissait aussi très très intéressant dans la situation qu'on vit actuellement. Je pense que la santé au travail ou en télétravail est également quelque chose qui tient à cœur les dirigeants d'entreprise. Notre invité, donc David Bozier, est le co-créateur de la société Optimance, entreprise au service de la qualité de vie au travail et aussi de la performance des PME. Je pense qu'il va en parler longuement tout à l'heure, cette partie performance. Donc je lui cède volontiers la place. Voilà sa tête sur le site InnoVibes. Bientôt, vous allez pouvoir la découvrir en direct. Et très important, je vais vous retrouver après sa conférence pour une session de questions et réponses. Et ça se fait uniquement via cette page web que vous avez à l'écran, sli.do/innovibes. Donc posez sans aucun souci toutes vos questions sur cette plateforme. Il n'y a pas besoin de vous enregistrer. Vous pouvez même, si les questions sont un peu dérangeantes, le faire anonymement. N'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions que je retransmettrai à la fin de sa présentation à David. Voilà, j'ai assez parlé. Je cède l'espace à David pour sa conférence et je vous rejoins tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Cédric. Eh ben, je vais vous présenter, donc on va parler de la qualité de vie au travail, on va parler de comment allier santé et performance au travail. Si je pouvais avoir là, voilà, super, ma petite présentation, comme ça on va pouvoir y aller. Et donc, en fait, j'avais prévu de commencer ma présentation d'une certaine façon, puis en fait, j'ai changé d'avis. Tout simplement pourquoi ? Parce que hier, il m'est arrivé, j'ai eu un mandat, et on est en plein dedans, en plein dans la santé et en plein dans la performance. En fait, ce qui m'est arrivé hier, je me suis rendu dans une petite entreprise avec une vingtaine d'employés. Et c'est une entreprise qui fait de la sous-traitance, tout ce qui est pièces en métal.
Et il travaille en particulier pour l'horlogerie. Et en fait, avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est que l'atelier a été obligé d'être fermé complètement. Et puis le patron, il s'est dit, mais voilà, pendant qu'il y a ce trou, je ne peux rien faire. J'ai entendu parler que le confort, que la sécurité, que le bien-être des salariés, ça permettait d'être plus performant. Donc ce que je vais faire, je vais changer quelque chose, c'est je vais investir dans plein de chaises. Et donc il a décidé de changer toutes les chaises, parce que c'était un atelier, donc il a décidé de changer toutes les chaises d'atelier. Il a investi dans le dernier cri, les superbes chaises, super confort et tout. Et puis bien sûr le boulot a repris, tout le monde est revenu et puis ça a été la grande satisfaction des salariés de voir des magnifiques chaises, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré parce qu'au bout de quelques semaines, les gens ont commencé à se plaindre. C'était pas confortable, ils commençaient à avoir des douleurs, il y a même eu des absences, il y a même des personnes qui ont demandé s'ils pouvaient retrouver leur vieille chaise, la chaise en bois avec des vieilles roulettes, pour pouvoir travailler correctement. Et donc, en fait, ce directeur d'entreprise, là, il était un peu perplexe, il était un peu perdu. J'ai investi dans des chaises, plusieurs milliers de francs. Il faut imaginer une chaise aux environs de 1000 francs. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, il m'a contacté, il m'a dit, voilà, vous êtes ergonome, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? J'ai un problème avec toutes mes chaises que je viens juste d'investir dedans et tout. Je me suis rendu là-bas. Donc hier, j'ai passé 3 heures avec le directeur d'entreprise, j'ai passé 3 heures aussi avec les salariés, on a discuté, j'ai pris beaucoup de mesures, j'ai évalué, j'ai fait une analyse qu'on va dire ergonomique. Et là, en fait, c'est très vite venu, il y avait deux choses. La première chose, c'est que face au changement, les gens, ils n'étaient pas préparés au changement. Et face au changement, il y a toujours de la réticence. On ne les avait pas prévenus, ils sont arrivés, une nouvelle chaise. Alors oui, ça peut faire plaisir, mais il y avait quand même un changement. Et ça a été difficile à accepter comme ça aussi facilement. La deuxième chose que je me suis rendu compte vraiment très très vite, c'est qu'en fait, ils avaient du super matériel, mais ils ne savaient pas s'en servir. On ne leur avait pas appris comment utiliser ces chaises, comment les régler. Elles étaient toutes pré-réglées pour des hommes, en fait. Et en fait, dans cet atelier, c'était beaucoup, donc c'est de la petite horlogerie, on va dire, des petites pièces, beaucoup de femmes. Et donc, les tailles sont un petit peu plus, les femmes sont un petit peu plus petites que les hommes, je parle de façon générale bien sûr. Et donc les chaises elles étaient pré-réglées pour des hommes, donc gros problème de dos, confort, les gens étaient vraiment pas bien. Et donc je vais lui proposer une solution. La première solution, ça va être de former les gens à utiliser de façon optimale la chaise. Voilà, donc ça c'était juste pour vous raconter la petite histoire, vous allez voir, c'est tout en lien avec ce que je vais vous présenter maintenant. Je vais me présenter déjà moi, David Bozier, donc je suis ergonome. L'ergonomie en Suisse, c'est un petit peu réduit. Souvent, un ergonome, il vient régler la hauteur des écrans et puis la hauteur des chaises. L'ergonomie, c'est pas que ça. Juste pour résumer, l'ergonomie, on va dire qu'on travaille sur deux choses. La première chose, au niveau c'est le confort, c'est la sécurité, c'est la santé des travailleurs. Et la deuxième chose sur laquelle on travaille, c'est la performance globale de l'entreprise. Ça, c'est vraiment important. On est là pour les deux, pour le salarié et pour le chef d'entreprise. Donc, je suis ergonome, je suis aussi issu du sport. C'est pour ça que c'était important que je me présente de ce côté-là. J'ai travaillé dans le sport de haut niveau. Et donc, la performance, c'est ce qu'on recherche dans le sport. Et donc, je travaille beaucoup avec des athlètes de haut niveau, bien sûr, dans le domaine de l'escrime, mais dans tout plein d'autres sports. Et donc ça, pour moi, c'était important parce que ça va vous donner un petit peu ma vision, comment j'ai construit ma démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail. Je suis aussi coach, je m'intéresse aussi énormément à la santé des dirigeants. C'est un sujet, on n'en parle pas beaucoup, la santé des dirigeants, alors que y a beaucoup de dégâts aussi pour eux, donc c'est important d'en parler. Et puis je suis aussi membre de Suisse Ergo, c'est l'association des ergonomes de Suisse, et de l'ASGT. L'ASGT, je vous invite à aller googliser cette association qui s'occupe de la santé globale et travail. Voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment très intéressant. Alors pour commencer, puisqu'on est là pour allier performance, santé au travail, je vais déjà vous présenter un petit peu ma vision de la performance. Pour moi, la performance, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir évaluer. On doit pouvoir le quantifier, dire que voilà, si c'est bien. Dans le sport, c'est très facile. On a un classement, on sait qui est premier, qui est deuxième. On a un chronomètre. Le chronomètre, il permet de savoir qui a fait le meilleur score. On a des records. Et en fait, ça, c'est
atteindre la performance, c'est l'ensemble de plein de paramètres. Je vais prendre ces paramètres parce qu'ils sont intéressants. Ils vont permettre de comprendre c'est quoi l'homme face à la performance, comment on peut faire pour l'atteindre en fait. Et donc pour moi, il y a 5 paramètres. 5 paramètres qui rentrent dans la performance. Le premier des paramètres, c'est le physique. On peut bien sûr faire l'analogie avec le monde de l'entreprise, avec le monde du travail. Le physique, oui, si je suis un sportif, je pense que vous arriverez très facilement à faire la différence entre quelqu'un qui est jockey et quelqu'un qui fait de l'haltérophilie. Je pense que physiquement, vous verrez tout de suite la différence. Donc, le premier des aspects, le physique. Pour moi, ça c'est le premier paramètre qui est très important pour pouvoir aller vers la performance. Le deuxième des aspects, c'est le mental. Le deuxième paramètre, le mental. Dans le sport, quelqu'un qui veut atteindre une performance, il ne faut pas qu'il ait de stress. Il faut qu'il arrive à gérer donc, tout ce stress, la charge mentale, on en parle aussi. On en parle aussi beaucoup, la charge mentale, dans le domaine du travail. Et donc, comment on va faire pour aider l'athlète à gérer le mental ? On peut se poser la même question dans le monde du travail. Le troisième des paramètres, je crois que c'est un domaine que les InnoVibes abordent souvent, c'est le côté technique. Le technique, oui, c'est important. On va gagner en efficacité, on va faire le bon geste en fait. On parle souvent, le sportif, s'il a 10 ans de technique, il est plus fort que le débutant ou le jeune athlète qui a quelques années seulement de technique. Dans le domaine du travail, c'est la même chose. Si on a une machine qui est plus performante, l'homme, il va pouvoir être aussi, lui, plus performant. Et puis, c'est vrai que les machines aujourd'hui, elles permettent aussi d'allier beaucoup plus de sécurité, avec des machines qui sont adaptées à la sécurité des personnes. Donc, 3 premiers paramètres, physique, mental, technique. Un 4e paramètre, c'est la tactique. Dans le domaine du sport, c'est important. Vous imaginez bien une équipe, par exemple, si elle décide d'être plutôt une équipe attaquante ou plutôt de travailler dans la défense, ça, c'est vraiment important. C'est un paramètre que le monde du sport doit pouvoir maîtriser, réguler. Dans le domaine du travail, c'est un peu la même chose. La tactique, je pourrais dire plutôt dans le monde du travail, c'est le choix qu'on va faire par rapport à une stratégie, par exemple. Si on va choisir d'innover, si on va choisir de plutôt rester dans des produits qui sont connus, reconnus, ça, c'est un choix qu'on pourrait faire. Et puis enfin, le dernier paramètre, c'est l'environnement. Ça, c'est vraiment fondamental, c'est très important. L'environnement, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour de l'athlète. Son environnement, ça peut être s'il est en train de faire des études, s'il est dans le monde du travail, s'il a une vie de famille. C'est aussi par rapport aux médias, comment il va gérer tout ça. Dans le domaine du travail, c'est un peu la même chose. L'environnement, c'est comment on va concilier la vie pro et la vie perso. Ça, c'est un sujet qui est très récurrent en ce moment, surtout avec la situation de la Covid. Donc comment on va gérer la vie pro, la vie perso. Donc en fait, pourquoi je voulais parler du sport et puis de la performance, parce que moi je suis issu du sport en particulier. Et puis je trouve que de s'intéresser à ces 5 paramètres et puis de faire l'analogie vers le monde de l'entreprise, ça peut être intéressant. Là, ce qu'il faut noter, ce que j'ai envie que vous reteniez surtout, c'est que la performance, elle est multifactorielle. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Et j'ai envie de dire que l'athlète qui réussit à avoir une médaille, alors la médaille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la façon d'évaluer la performance. Il faut que tout soit au top en fait, que tous ces paramètres ils soient dans le vert. Voilà, je crois que ça c'est vraiment fondamental. Voilà, en fait, ça permet aussi de parler bien sûr de la performance en entreprise. Alors, je ne suis pas un spécialiste de tous ces domaines au niveau de l'entreprise. Moi, je suis plutôt donc la performance dans l'entreprise. Et donc, moi, si je regarde un petit peu, même chose, il faut que la performance, on puisse l'évaluer. On va évaluer la qualité. Et puis on va évaluer aussi la quantité. C'est clair, c'est évident qu'une entreprise qui est capable de fabriquer à la fois de la qualité et de la quantité, c'est gagnant-gagnant. Et donc moi au niveau de la performance, au niveau des entreprises, ce que j'ai remarqué c'est ça, c'est qu'on a d'abord une performance économique qu'on peut très facilement évaluer. Il suffit de regarder les bénéfices, le retour d'investissement, les choses comme ça. On peut regarder tout ce qui est le chiffre d'affaires aussi, ça c'est facile à évaluer. Il y a une autre performance que je vais appeler la performance sociale. Si une entreprise, elle embauche beaucoup, si elle permet d'avoir des bons salaires, si une entreprise, elle n'a pas beaucoup d'accidents du travail, ça on va dire que socialement, elle est performante. Une autre performance qui est plutôt la performance organisationnelle.
C'est-à-dire, là on va parler de la qualité de la production, la flexibilité, on va parler des délais de livraison. C'est clair que si vous devez commander du matériel, puis qu'on vous dit il y a 3 mois de délai, et puis dans une autre entreprise avec le même produit, on vous dit il y a 1 semaine de délai, je pense que c'est possible que le choix il soit plus vite fait. Donc ça c'est la performance organisationnelle. Il y a la performance sociétale. Celle-ci, elle est de plus en plus importante, surtout avec nos jeunes générations. Toutes les générations Y, Z et compagnie, là. Pour eux, l'aspect sociétal, il est de plus en plus important. Ils apprécient travailler avec des entreprises qui font attention à l'environnement, qui ont de l'impact sur notre société. Ça, pour eux, c'est important. Donc, il faudrait pouvoir aussi évaluer cette performance sociétale. Et puis enfin, une dernière performance que j'aimerais parler, c'est la performance individuelle. C'est quoi? C'est cette performance qui permet de monter en compétence en fait les personnes, les travailleurs. C'est clair que si vous êtes dans une entreprise et puis que vous n'avez pas la possibilité d'évoluer, qu'au bout de 15 ans, vous êtes toujours au même poste de travail, vous n'avez rien appris de nouveau. Là, on va dire que l'entreprise n'est pas performante, contrairement à une performante qui va former les gens, qui va augmenter les compétences des gens. On parle beaucoup des soft skills, des hard skills, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce côté-là qui m'intéresse. Voilà, donc je vous ai parlé de la performance, bien sûr. Mais bon, le but du jeu, c'est aussi de parler de la santé. Hop. La santé, je vous propose très, très facilement la citation, la définition de la santé par l'OMS, qui est donc un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors ça, c'est intéressant, on va dire que c'est la définition globale de la santé. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de vous parler, c'est la définition de la santé en entreprise. C'est ça qui nous intéresse. Et en fait, pour essayer de définir la santé au travail, j'ai envie de vous inviter à vous poser une question, en fait. La question, c'est qu'est-ce que le travail met en jeu? Qu'est-ce que le travail mobilise chez l'homme de façon générale? Parce que ça, c'est à partir de là qu'on va pouvoir savoir sur quel axe travailler. Alors, ce que je vous propose, c'est aussi, cette réflexion, c'est de la faire à partir de l'OIT. L'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail. C'est intéressant, sa définition du travail, parce qu'elle axe sur le fait de faire attention à la préservation de la santé, à la prévention de la santé, et puis aussi à la sécurité du travail, et puis de la santé au travail. Donc voilà, donc ça c'est important. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder très vite qu'est-ce qui est mobilisé chez l'homme dans le travail. La première des choses qui est mobilisée, le travail, on va dire, donc ça mobilise la dimension physique. C'est clair, c'est évident que lorsqu'on travaille, le corps il doit bouger, ou ne pas bouger. Si j'ai un travail qui est sédentaire, on a ce problème avec tous les gens qui travaillent au bureau. C'est un travail sédentaire. La dimension physique, comment elle va être impactée? Comment votre travail impacte sur votre corps? Alors on va regarder bien sûr la morphologie, la biomécanique, la récupération, tout ce qui est les habilités, les postures. On va regarder tout ce qui est notion de fatigue, la diététique, l'alimentation, la nutrition, tout ça c'est important. En fait, quelque part, c'est l'hygiène de vie. On pourrait parler d'hygiène de vie au travail. Donc ça, c'est la première dimension qui est mobilisée dans le travail. Je crois que c'est fondamental de se poser la question, comment mon corps est impacté par mon travail? Une deuxième dimension, c'est la dimension cognitive. La dimension cognitive, c'est tout ce qui est en lien, tout ce qui est en rapport avec le cerveau, en fait. Quand on travaille, on traite de l'information, on reçoit un email, on doit y répondre, on reçoit des données, on voit des machines qui fonctionnent, tout ça. Voilà, notre cerveau, sans arrêt, il perçoit, il traite, il régule toutes ces informations. Ensuite, il doit, grâce à ces informations, il va raisonner, il va décider, il va contrôler, il va prendre des décisions. Donc, comment cette dimension cognitive, elle est sollicitée, comment elle est impactée, comment ça c'est impacté par rapport au travail. Donc voilà, la petite question, c'est efficace ou pas efficace. Tout le monde a bien reconnu notre fameux penseur. Voilà. Encore une dimension, la troisième. Je crois que ces 3 premières dimensions, elles sont vraiment fondamentales, très importantes. C'est la dimension psychique. Ça, c'est toute l'identité, toute la personnalité de l'homme. Son expérience, son histoire, son vécu, comment il se projette aussi dans le futur, ça c'est important, sa façon de vivre le présent, c'est aussi ses besoins, ses peurs. Et en fait,
c'est la partie voilà, de la personnalité de l'homme, comment on est construit. Si on prend les deux dimensions, là, la dimension cognitive et la dimension psychique, si on les lit tous les deux, peut-être que vous en entendez parler, parce que c'est un sujet qui monte en puissance dans le domaine de la santé au travail, c'est les RPS, les risques psychosociaux. L'aspect physique, on parlera plutôt des TMS, les troubles musculo-squelettiques par exemple, et puis donc tout ce qui va toucher plutôt le mental, le psychisme de l'homme, on est sur les RPS, les risques psychosociaux. Il y a une quatrième dimension. Cette quatrième dimension, c'est la dimension sociale. Il faut savoir que quand vous produisez quelque chose ou quand on est au travail, on est en interaction avec des gens. Donc dès qu'il y a des gens, forcément cette dimension sociale, elle rentre en jeu. Comment ça va se passer aussi avec la famille, avec l'environnement, hein. Je faisais l'allusion tout à l'heure dans le domaine du sport, où on parlait donc de l'environnement du sportif. Le travailleur, il a aussi un environnement, hein. Imaginez l'environnement d'un travailleur, par exemple, qui fait un travail qui demande beaucoup de concentration, et puis si à la maison il a des problèmes avec ses enfants qui sont malades, ou sa femme qui veut partir, ou je sais pas, enfin tout plein d'histoires comme ça, l'environnement social, il va forcément impacter aussi sur le travail et donc sur la performance. Il va impacter sur l'homme et donc sur la performance. Voilà, donc ça c'était un petit peu donc, toutes mes dimensions, c'est ce que j'ai envie que vous reteniez par rapport à ça, c'est donc ces 4 dimensions. La dimension donc physique, cognitive, psychique et sociale. Ça, c'est vraiment important. Et puis donc, on m'avait posé une première question, c'était comment détecter un éventuel besoin d'optimisation de la santé dans mon entreprise. Mais en fait, là, j'ai envie de dire, ouais, c'est très facile à savoir si je dois le faire ou pas. En fait, dès que vous avez des plaintes, dès que vous avez des accidents, dès que vous avez des absences, dès que vous avez des gens qui se blessent au travail, qui se plaignent, ça veut dire que là, il faut faire quelque chose. Peut-être qu'on peut faire aussi quelque chose si vous avez une baisse de performance. Si vous constatez que votre production, elle baisse un petit peu, peut-être qu'il faut se poser une question. Voilà. Mais en fait, vous avez j'ai envie de dire le problème plutôt, c'est que bien souvent, on aimerait agir avant que ce soit trop tard. C'est le but du jeu. Là, le but du jeu, c'est comment détecter un éventuel besoin donc, d'optimisation de la santé. Le but du jeu, c'est d'agir avant de devoir réagir, on pourrait dire. Mais en fait, on peut utiliser quelque chose qui est très précieux dans le monde de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle les indicateurs. J'imagine que dans votre entreprise, vous avez plein d'indicateurs. Ça va indiquer, donc ces indicateurs vont permettre d'évaluer, hein, on revient sur le fait d'évaluer la performance, la productivité, la qualité, la capacité, l'efficience, la profitabilité bien sûr. Et donc tout ça, ces indicateurs, il va falloir les observer et puis s'en servir. On peut aussi observer, bien sûr, un des indicateurs que vous utilisez très fréquemment, je pense, l'absentéisme. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent. En plus, c'est même obligatoire de savoir le taux d'absentéisme dans votre entreprise. On peut évaluer aussi le turnover, s'il y a beaucoup de turnover dans votre entreprise, les arrêts de travail, j'en parlais tout à l'heure. S'il y a des conflits, s'il y a des burn-out, on en parle beaucoup en ce moment, le burn-out, on parlait des risques psychosociaux, les RPS. Tout ça, ce sont des indicateurs qu'on va pouvoir donc observer, regarder. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ces indicateurs, c'est le moyen d'évaluer, c'est le moyen de mesurer pour savoir s'il faut changer ou pas votre stratégie. La stratégie au niveau donc, de votre entreprise et de votre politique, on va dire. Hein, voilà. Les indicateurs, en fait, ils permettent de comprendre. Ils permettent de comprendre s'il y a des changements, s'il y a des problèmes, et donc de se dire, il faut avancer, il faut faire quelque chose. Par rapport à ces indicateurs, je vais faire juste une remarque. C'est vrai que pour moi, le plus difficile par rapport à ces indicateurs, c'est de savoir quel indicateur on va prendre en compte pour observer quoi, et comment on va les utiliser en fait. C'est ça qui n'est pas évident, je trouve. Voilà. On m'avait demandé aussi, c'était de vous donner des trucs et des astuces par rapport à la santé en entreprise, par rapport à la performance en entreprise. J'étais un petit peu coincé avec cette question, parce que j'ai envie de vous dire, je ne peux pas vous donner des trucs et des astuces. En fait, la performance, la santé au travail, c'est des choses qui sont trop sérieuses, c'est des choses qu'il faut préparer. Le sportif, on le voit autour de lui, il a toute une équipe qui s'organise. On a un préparateur mental, on a un préparateur physique, on a des gens qui vont s'occuper des médias, des choses comme ça. Mais le travailleur, c'est un petit peu la même chose. Il faut organiser, il faut planifier, il faut préparer. On ne peut pas se lancer comme ça avec 2-3 petits trucs et petites astuces pour faire de la performance et puis favoriser la santé au travail.
Par contre, c'est vrai que des solutions, j'en ai plein. Et ce que j'ai envie de dire, ce qui est embêtant, c'est que je pourrais vous donner là maintenant plein de solutions, des choses que vous pourriez peut-être essayer de mettre en place dans votre entreprise. Le problème, c'est que ça ne va peut-être pas marcher dans votre entreprise. En fait, ce qui est important, ce qu'il faut absolument faire, pour pouvoir trouver la bonne solution adaptée à votre situation, il faut faire, j'ai envie de dire, c'est comme si vous allez chez le docteur. Imaginez, vous allez chez le docteur, vous n'êtes pas bien, vous êtes malade, vous avez des douleurs, mal au ventre, mal au dos, mal à la tête, de la fièvre, bref, vous n'êtes vraiment pas bien. Vous allez chez le docteur. Et là, vous arrivez, vous êtes à peine assis, il vous dit, tenez, prenez ce médicament et ça va aller mieux. Il ne vous a pas ausculté, il ne vous a pas regardé, il ne vous a même pas posé de questions et il vous donne un médicament. Est-ce que vous allez prendre le médicament ? Vous allez prendre le médicament ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que vous allez prendre le médicament. En fait, améliorer la santé des gens au travail, aller vers la performance, c'est la même chose. On ne peut pas vous donner une solution comme ça toute faite. Ce qu'il faut d'abord, c'est faire comme le médecin, c'est de faire un diagnostic. Je vais plutôt parler d'un état des lieux en fait. Et l'ergonome, c'est son métier, c'est de venir dans l'entreprise et de faire un état des lieux, de prendre une photo de votre entreprise, de savoir tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien. Donc moi, ce que j'ai comme truc et astuce que j'ai plutôt envie de vous donner, c'est de mettre en place une démarche en fait. Une démarche qui va permettre d'analyser le travail réel. Le travail réel, c'est quelque chose qui est très important pour un ergonome. On va vraiment regarder ce qui se passe. Et nous, on va essayer de faire la différence entre le travail réel et le travail prescrit. Plus il y a de différence, peut-être là, il va falloir faire attention. Le but du jeu, c'est d'essayer donc de limiter cette différence entre le travail réel et le travail prescrit. Mais ça, on pourrait en reparler, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Moi, ce que j'ai envie de vous parler plutôt, c'est cette démarche. La démarche où, bien sûr, puisqu'on parle de la santé de l'homme, il faut mettre donc l'homme au cœur de cette démarche. La première des étapes, j'ai envie de dire, il y a 4 étapes. La première des étapes, ça serait observer, faire l'état des lieux, analyser. Observer d'abord. Et donc, on va aller regarder les fameux indicateurs. On va aller observer le fameux travail réel, voir ce qui se passe sur le terrain. La deuxième étape, c'est analyser la situation de travail. On va observer, regarder tous les risques professionnels auxquels vous pouvez être confrontés. Les risques physiques, les risques mécaniques, les risques biologiques, on en parle beaucoup avec la Covid, les risques psychosociaux aussi, les risques psychologiques, les RPS, on en parle beaucoup. Donc on va aller voir tout ça, et puis on va tenir compte dans notre analyse des fameux 4 dimensions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. La troisième étape, c'est les pistes de solutions. On va mettre en place une stratégie d'intervention, même pourquoi pas de transformation de votre entreprise, toujours bien sûr une transformation positive, bien sûr. Et donc là, on va mettre en place des pistes de solutions. Là, le but du jeu, ça va être de rechercher des solutions adaptées et concrètes à la situation de travail réelle. Et puis, qui est aussi très important, comme le sportif, j'ai envie de dire, le sportif, il a envie d'être performant, il a envie d'être un champion. On va dire, être un champion, c'est difficile. Mais le plus difficile, c'est de le rester. Eh bien, la même chose au niveau de la performance dans le monde du travail, de la santé dans le monde du travail, c'est la même chose. C'est que c'est difficile et donc il faut essayer de mettre en place des solutions qui sont à la fois performantes et durables. Voilà, ça c'est un aspect qui est pour moi très important. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 4 étapes. Là, je vous en donne que 3. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la 4e étape, elle va permettre de répondre à la question qui était aussi posée sur comment développer une culture de bien-être ou même juste une culture de santé au sein de votre entreprise. En fait, ça, c'est ma 4e étape. On a remarqué qu'il y avait 2 courants. 2 courants concernant la santé. On va opposer ce qu'on appelle la salutogénèse et la pathogénèse. Je m'explique un petit peu, c'est vrai que ce n'est pas évident comme terme. En fait, la pathogénèse, c'est ce qu'on connaît tous. C'est quand la maladie, elle est là, qu'est-ce qu'on met en place pour réparer, pour soigner ? On va agir quelque part quand c'est trop tard. Et puis s'oppose à ça la salutogénèse. La salutogénèse, elle va plutôt répondre à la question d'où vient la santé, et puis surtout comment on peut la renforcer. Et moi, je me suis servi de ces 2 courants pour réfléchir à répondre à cette question, comment développer une culture de bien-être, de santé au sein de ma PME. Eh bien, en fait, à partir de ces 2 courants, je vous propose 2 pistes, qui seraient quelque part ma 4e étape. La première des pistes, c'est bien sûr, c'est la prévention. Comme on le dit l'expression, vous la connaissez, vaut mieux prévenir que guérir. Eh bien, c'est la première des choses qu'on pourrait mettre en place, c'est la prévention. Ça, c'est très important. Dans le monde du travail, dans les spécialistes de la santé au travail, j'ai envie de dire plutôt, on a différencié 3 types de prévention.
la prévention primaire. Moi, c'est celle que j'ai envie de favoriser parce qu'elle correspond à mon métier d'ergonome. En fait, la prévention primaire, c'est celle qui va prévenir, c'est celle qui va aller à la cause, à la source, à l'origine des problèmes. Et on va essayer de les diminuer, et le top, c'est de les faire disparaître complètement, ces problèmes, bien sûr. La deuxième des préventions, c'est la prévention secondaire. C'est celle qui va permettre de protéger. C'est quand on a identifié une problématique et qu'on essaye je ne vais pas dire de mettre un petit pansement dessus, ça ne serait pas bien vu, mais plutôt, j'ai envie de dire, d'essayer de donner des compétences pour faire face aux problèmes. Je vous donne un exemple très simple, vous allez très vite comprendre. On a remarqué qu'il y avait du stress dans l'entreprise. Au lieu d'agir sur ce qui génère le stress, on va mettre en place une formation pour apprendre aux salariés à gérer le stress. Voilà. Donc en fait, c'est le salarié qui devient acteur du stress. Le stress, il est toujours là, mais il apprend à le gérer. Et donc, ça lui permettre d'avancer et de continuer. Voilà, ça c'est la prévention donc qu'on va appeler secondaire. Et puis la dernière des préventions, là j'ai envie de dire aïe aïe aïe, parce que c'est quand c'est vraiment trop tard. Là le but du jeu c'est de réparer. On en parle beaucoup dans le cadre de burn-out par exemple, ou dans des reclassements, ou par exemple l'assurance invalidité, elle agit à ce moment-là pour accompagner les gens à essayer de continuer à travailler malgré des problématiques de santé. Et donc cette prévention tertiaire, voilà, c'est quand c'est trop tard, on essaye de réparer les effets des dommages afin de maintenir en activité. Voilà, ça c'était la première piste. Je vous avais dit qu'il y en avait deux. La deuxième des pistes, c'est celle que je préfère. La deuxième des pistes, en fait, c'est de permettre à vos salariés de devenir acteurs de leur santé. En fait, le but du jeu, c'est de rendre autonomes les individus, qui deviennent acteurs de leur santé. L'idée, c'est de monter en compétence sur ma santé, comment je peux la prendre en charge, qu'est-ce que je peux faire. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué dans mes interventions, quand je fais des sensibilisations sur la santé, comment mon travail impacte sur ma santé, c'est que les gens, en fait, ils ne prennent pas conscience. Ils n'ont pas conscience de l'impact qu'a le travail sur leur santé. Et quand on leur montre tout ce que peut avoir comme effet le travail sur leur santé, en fait, ils deviennent acteurs et ils décident eux-mêmes d'agir pour leur santé. Et des fois, ils n'attendent pas que l'entreprise elle mette en place des choses. C'est eux-mêmes qui mettent en place des choses pour faire attention à leur santé. Donc ça, je trouve que c'est une action qui est vraiment bien, c'est de permettre à nos salariés de devenir acteurs de leur santé. Ce qui est important, c'est que si vous mettez en place une démarche d'amélioration de la santé, de la qualité de vie au travail, et donc de la performance, je pense que ce qui est important de retenir, c'est ça que j'ai envie que vous reteniez surtout, c'est qu'il faut mettre en place une démarche avec une vision globale. Ça c'est important, qui intègre donc toutes les dimensions dont je vous ai parlé tout à l'heure. La dimension physique, la dimension cognitive, la dimension sociale, la dimension psychique. Tout ça c'est vraiment important d'intégrer dans votre démarche d'amélioration. Ne cherchez pas à améliorer que l'aspect physique. Pourquoi ? Parce que vous risquez de déplacer le problème. Je pourrais vous raconter, il y a des tas d'interventions que j'ai fait où on est passé d'un problème physique à un problème psychologique parce qu'on cherchait à améliorer le matériel. La personne, elle ne comprenait pas comment utiliser le matériel, elle était perdue après dans sa tête. Et donc on est passé d'un problème physique à un problème psychologique. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir une vision globale dans votre démarche d'amélioration de la santé et de la qualité de vie. Et puis il faut que cette démarche elle soit pluridisciplinaire. Autour de vous, vous avez des spécialistes de la santé au travail, les médecins du travail, les psychologues du travail, les hygiénistes du travail. Vous avez des fois dans les entreprises des infirmières du travail. Vous avez des ergonomes, des chargés de sécurité. C'est vraiment très important. Il faut essayer d'avoir une vision la plus large possible avec toutes ces disciplines. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Et puis enfin, parce que ça fait ses preuves sur le terrain, il faut que votre démarche elle soit participative. Je pense au monsieur là, qui a acheté les fameuses chaises qu'il a offertes à tous les gens de l'entreprise. Il a décidé tout seul. Et en fait, les salariés ils n'étaient pas contents parce qu'ils n'étaient pas intégrés dans le projet. Leur permettre de participer à l'amélioration de leur santé, je crois que ça c'est vraiment fondamental, c'est vraiment très important. Et puis je crois que comme il y a beaucoup de chefs d'entreprise, je crois que ce qui parle
énormément, ce sont les chiffres. Donc je vais vous donner quelques chiffres qui sont apparus maintenant depuis quelques années, parce que les démarches d'amélioration de la santé et de la qualité de vie au travail, on parle de SQVT. Dans certains pays d'Europe, on en parle de plus en plus. Il y a même si vous connaissez la norme ISO, dans les normes ISO, il y en a qui viennent de sortir il y a quelques mois, puis il y en a une, la 46001, petite référence, qui parle de tous ces aspects-là. Donc ça, c'est intéressant, mais un des chiffres qui est impressionnant en Allemagne et en France, quand on investit 1 euro, donc on est en Europe, en France, 1 euro dans une démarche d'amélioration de la santé, de la qualité de vie au travail, on a un retour qui est estimé aujourd'hui entre 8 et 13 euros. Donc c'est quand même intéressant. En Suisse, on n'a pas beaucoup de chiffres, tout simplement pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'observatoire, enfin si on a un observatoire de la santé, mais par rapport à la qualité de vie au travail, par rapport à l'activité de travail. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire, avec toutes les personnes avec qui je discute, qui s'intéressent à ce domaine, à l'amélioration de la qualité de vie au travail, on est sur ces chiffres-là. 1 franc, voilà, il permet un retour de 4 à 6 francs environ. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même intéressant, pourquoi pas de développer ça. Retenez surtout ça, mesdames et messieurs, c'est que vous êtes des chefs d'entreprise, vous avez déjà bien à faire, vous devez déjà aussi prendre votre santé en charge, donc ça c'est important. Donc vous n'êtes pas seul. Si vous faites le choix de mettre en place une démarche d'amélioration de la santé, de la qualité, de la sécurité aussi, et puis bien sûr de la performance, si ça vous appartient, cette démarche à mettre en place, sachez que vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à aller rencontrer les spécialistes de la santé au travail, ils pourront vous accompagner, les médecins, les hygiénistes, les psychologues du travail. Et puis je vous invite aussi bien sûr à visiter mon site Optimance. Je suis en train de travailler sur l'Institut l'ISQVT, l'Institut suisse de la qualité de vie au travail. C'est un site qui est en construction, mais n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et puis je vous renvoie aussi vers l'ASGT, l'Association Santé Globale et Travail, qui peut être pour vous une source d'information importante. Voilà, je vous remercie, et puis je vous souhaite bon courage. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je reste là pour vous. Merci David. Il y a des questions, effectivement. Tant mieux. Donc, vous pouvez toujours les poser sur sli.do/innovibes. On a encore un tout petit peu de temps. Je les prends un petit peu au fur et à mesure. Il y a des questions de fond et de forme. Peut-être une première question de forme. Vous parlez du travail prescrit. Est-ce que vous pourriez juste repréciser et puis voir qu'est-ce que c'est la différence avec le travail réel? Ouais, voilà, exactement. J'ai envie de dire, une des spécialités de l'homme, c'est de s'adapter. Quand vous embauchez quelqu'un, vous lui donnez un cahier des tâches. Ça, c'est le travail prescrit. Il doit, par exemple, façonner une pièce en métal. Le travail réel, c'est comment il va faire cette tâche. Peut-être qu'il va trouver ses propres ressources, qu'il va s'adapter. Je donne un exemple, souvent, c'est qu'il y a certaines machines qui ont des systèmes de sécurité, et c'est embêtant parce qu'on est obligé de mettre les 2 mains là, on est obligé de sortir et tout ça. Et donc ce qui se passe parfois, c'est que les gens, ils essayent de tromper ce système de sécurité, ils s'adaptent en fait. Et ça, moi, c'est ça qui est important, c'est que le travail prescrit, c'est ce qu'on doit faire, alors que le travail réel, c'est comment est fait le travail. Et les hommes, on est filous, on a tendance à essayer de trouver la meilleure solution pour soi. Et souvent, on ne regarde pas cette solution parce qu'elle peut être très intéressante. Et elle permettrait même de gagner en performance, en fait. Souvent, l'homme qui travaille, qui est dans l'activité, il sait comment il fait sa tâche. Et lui, des fois, il trouve les meilleures solutions. Donc, peut-être plus regarder le travail réel que le travail prescrit, ce serait intéressant. Ok, merci pour la précision. Une question complémentaire. Finalement, par où est-ce qu'on commence concrètement? Là, il y a des chefs d'entreprise qui nous regardent et nous écoutent. C'est quoi finalement la toute première mesure que vous conseillerez de faire à part de venir vous voir? Oui, bien sûr. Moi, j'ai envie de dire, vous avez des ressources au sein de l'entreprise, en fait. Si vous avez quelqu'un qui gère toute votre équipe, ou si c'est vous qui gérez directement votre équipe, le fait de discuter, d'être auprès de vos employés, vous pouvez repérer dès qu'il y a des problématiques qui surviennent. Ce qui est important, c'est que les gens ils puissent partager, qu'ils puissent dire, remonter les informations. La première étape, c'est de prendre en compte
compte ces indicateurs, comme je parlais tout à l'heure, et puis de faire un état des lieux. Ça, c'est la base. L'état des lieux, c'est important. Si on passe cette étape de l'état des lieux, on peut mettre en place des mesures, même des formations qui n'ont aucun intérêt pour l'entreprise et où le salarié ne trouve aucun intérêt en fait. Une question qui vient de tomber en lien avec ça, et si les employés disent rien sur les problèmes rencontrés, donc on sent qu'il y a des problèmes, mais personne ne dit rien. Est-ce qu'on fait une boîte à idées ou quelque chose comme ça ou... Alors, on parle beaucoup, il y a plein de workshops, des choses comme ça qu'on peut mettre en place, ou même juste des ateliers qui vont permettre, on va dire, justement d'aller dans ces indicateurs pour mesurer sur les aspects. L'idéal, ce serait de trouver un outil d'évaluation qui permettrait d'évaluer à la fois les aspects physiques, toutes ces dimensions, la dimension physique, cognitive, pour savoir comment ça se passe dans l'entreprise. Moi, je travaille avec Promotion Santé, j'aime bien. Ils ont un outil qui est assez sympa qui s'appelle JSA, Job Stress Analysis, qui permet d'avoir une vision. Et ça, c'est quelque chose que les chefs d'entreprise peuvent mettre en place eux-mêmes, ou même être accompagnés par un conseiller. Il n'y a pas forcément des frais parce que le questionnaire, suivant le nombre d'entreprises, il est gratuit. Mais ça permet de mesurer, de prendre, j'ai envie de dire, la température, surtout quand les gens ils ont du mal à parler. Ouais, ça, c'est vrai que c'est une problématique qu'on rencontre souvent. C'est pour ça qu'un ergonome, il va aller sur le terrain. Il va aller discuter plus avec les employés que le patron pour essayer d'aller prendre cette température. Donc prendre une sorte de médiateur, c'est un peu ça, quelqu'un d'un peu neutre, externe, ça pourrait faciliter aussi. Ouais, ça permet aux gens des fois de lâcher, puis de dire tout simplement ce qui va et ce qui ne va pas. Et ce qui va aussi, c'est important, parce que c'est vrai que des fois, on ne met pas assez en valeur toutes les choses positives que l'entreprise met en place. Ça, c'est important. Ok. On connaît tous ou presque maintenant le télétravail. Ça, c'est une autre question en termes de comment un patron peut influencer finalement des employés qu'il ne voit pas, qui sont pour certains en partie ou presque totalement en télétravail. Et finalement, la question de Bertrand, c'est ça, c'est de dire ces gens ne sont pas directement sous la responsabilité de la PME. Donc, est-ce que là, il y a quelques conseils à ce niveau-là? Ce que j'ai envie de dire, la même chose, c'est que c'est vrai comme on continue de chercher la performance, on veut que les gens qui soient au télétravail ou sur l'entreprise, qui soient tout autant performants. C'est vrai que le télétravail, j'ai beaucoup travaillé dessus, en fait, justement, parce qu'en fait, la base, j'ai envie de dire, c'est la confiance. Si on ne prépare pas la mise en place du télétravail, c'est là qu'on risque de faire plein d'erreurs. Ce qu'il faut, c'est co-créer, co-construire, c'est vraiment le terme, co-construire le télétravail, c'est-à-dire que le patron, l'équipe, on doit se mettre ensemble autour de la table et dire comment on envisage le travail. Pourquoi pas mettre en place une petite charte comment on s'organise au niveau du télétravail, je serai disponible de telle heure à telle heure. Je crois que ça, c'est vraiment important de co-construire. C'est vraiment le terme qu'il faut retenir par rapport au télétravail. Co-construisons le télétravail ensemble pour être sûr que tout le monde va dans la même direction, en fait. Et là, après presque 2 ans de télétravail forcé, on peut quand même revenir avec une démarche comme ça. Peut-être certains n'ont pas fait cette démarche-là pendant 1 année et demie. Est-ce que ça vaut la peine de revenir maintenant avec une démarche de ce type? Oui, je crois que c'est intéressant, mais j'ai plein d'exemples justement par rapport à ça. Je vous donne l'exemple d'une personne qui a une atteinte physique, donc qui ne peut pas faire son travail à 100%. Elle travaille à 60%, mais grâce à la mise en place du télétravail, on est monté à 80%. Donc bien sûr, pour la personne, ça veut dire aussi un salaire plus important, plus élevé. Donc ça, je crois que le télétravail, c'est quelque chose sur lequel il faut continuer de se poser la question. Comme il faut il faut se poser la question du retour au travail. Là, c'est amusant. J'ai une entreprise qui m'a contacté la semaine dernière. Ils ont arrêté le télétravail et ils sont tous revenus dans l'entreprise, dans un endroit qui est en open space. Ça fait 15 jours. Et au bout de 15 jours, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, écoutez, il faut faire quelque chose, on ne se supporte plus. On s'est retrouvés tous ensemble et là, ça se passe mal, on a envie de foutre le collègue à la porte, il nous énerve. Donc il y a plein de problématiques comme ça. En fait, j'ai envie de dire, oui, gardons le télétravail parce que c'est quelque chose qui va permettre de développer puis de rester performant, d'améliorer aussi la santé des travailleurs dans certaines conditions.
Et puis, pensons aussi au retour après le télétravail, quoi. Ok, merci. Encore une question là, pour expliquer le fait, vous avez parlé de monter en compétences dans la santé au travail. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'on doit organiser des formations ou c'est quelque chose d'un peu plus complexe quand même? Alors, je vais donner un exemple dans une entreprise où j'ai fait une analyse ergonomique, donc de poste de travail. Et puis j'ai remis un rapport sur tous les risques professionnels, sur toutes ces dimensions qui pouvaient être touchées. Et puis ce rapport, je l'ai présenté d'abord au manager, et puis qui m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire de ce rapport. Et je lui ai dit écoutez, ce qui serait intéressant, parce qu'il y a plein d'éléments sur des problématiques de santé, ça serait intéressant de faire la présentation des résultats à l'ensemble de l'équipe. Et ça représentait une dizaine d'employés, pour savoir sur quoi ils aimeraient agir et puis leur laisser le choix. Sur quoi vous voulez agir, parce qu'il y a plusieurs problématiques. Et donc on a fait la présentation et puis il y avait une des problématiques, c'était d'agir sur les TMS, c'est-à-dire sur tous les problèmes de dos, les problèmes de tendinite, les choses comme ça, tous les troubles musculo-squelettiques. Et je pensais en fait que cette problématique allait les ressortir en première. Et j'avoue, même moi j'ai été surpris, c'est qu'en fait, quand on a fait cette retranscription du rapport, les gens ils ont dit mais en fait, non, les problèmes de TMS, c'est notre problème. C'est pas le problème de l'entreprise. C'est nous. Nous, on ne se tient pas correctement à notre place de travail. L'entreprise, elle peut rien faire pour ça. C'est à nous d'apprendre à bien nous tenir, à avoir une certaine hygiène de vie, à boire régulièrement de l'eau, à faire quelques exercices et tout ça. Et donc, en fait, même le manager était surpris. Il dit c'est cool, en fait, c'est impeccable. En fait, j'ai pas besoin de mettre en place de formation. Le rapport a permis aux gens de prendre conscience de comment le travail impactait sur leur santé. Et les gens d'eux-mêmes, ils ont dit c'est à nous d'agir. Et ça, je trouve, c'est gagnant-gagnant. Bien, effectivement, c'est très intéressant et c'est très pratique aussi pour les dirigeants, j'imagine. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais peut-être que est-ce que ça c'est un cas exceptionnel ou c'est plutôt la norme? Non, en fait, là, depuis quelques mois, beaucoup de mes interventions se font dans des sensibilisations à la santé au travail. Le fait de sensibiliser de façon globale sur toutes ces dimensions, on comprend pourquoi des fois j'ai mal au dos, pourquoi dans ma tête ça se passe pas bien, pourquoi j'ai des problèmes à la maison, pourquoi j'arrive pas à tout concilier, pourquoi ce problème d'équilibre il est plus là. Comment je peux retrouver mon équilibre. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel on peut agir, il faut agir, parce qu'on va vers plus de performance en fait, en mettant justement ces gens, l'homme, celui qui travaille au centre de nos démarches. Voilà. Ok, très bien. Ça sera la conclusion. Je regarde encore, oui, il n'y a plus de questions à ce stade. Donc merci beaucoup David. On peut peut-être l'applaudir dans la salle, très fort, et en ligne aussi. Voilà, donc merci David, et bien entendu qu'il reste à votre disposition pour des questions plus précises et des cas de figure plus particuliers à vos entreprises, bien entendu. Donc voilà, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, simplement pour vous inviter à la prochaine InnoVibes qui aura lieu le mois prochain. Toutes les dates sont dispo sur le site innovibes.ch. Là aussi, vous pouvez encore influencer sur la thématique qui sera présentée. Donc, n'hésitez pas d'aller là-dessus et de nous donner vos avis et vos votes. Voilà, je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé et me réjouis de vous revoir le mois prochain en ligne ou en présentiel. Voilà, portez-vous bien et à bientôt.